Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité en ces débuts de semaine, après un week-end qui a été marqué par le passage du président français Emmanuel Macron. Comme nous l'avions annoncé au cours de notre dernier briefing, nous l'avions dit que le président de la République porterait de manière ferme la voix de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi durant sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'agenda de cette visite, il y avait beaucoup de matières. Il y avait évidemment la question principale qui nous concernait, c'est la question de la sécurité, de la diplomatie, pour laquelle vous avez suivi l'exercice, notamment cette conférence de presse qui va rester dans les annales, parce que cet exercice en elle-même, pour rester dans la forme, a cassé les codes, a montré qu'il y avait possibilité de discuter d'égal à égal et de manière décomplexée, la preuve qu'on n'est plus dans un contexte de la France-Afrique. Au-delà des questions sécuritaires qui ont été abordées, il y a eu des discussions entre la partie française et la partie de la République démocratique du Congo, des discussions qui ont porté sur des questions économiques, notamment avec la tenue du Forum économique de Kinshasa, où ont été associés 2 commissaires de l'Union européenne et où la France a mobilisé près de 50 patrons d'entreprise, parmi lesquels les célèbres Xavier Niel, qui a déjà lancé l'école 42, pour ceux qui le connaissent, une école de codage informatique gratuit qui constitue les viviers des entrepreneurs dans les secteurs de la technologie, mais aussi ces partenariats qui va lier l'Office de route avec l'entreprise française Matière, qui portera sur la construction de plusieurs ponts en République démocratique du Congo, mais aussi vous avez suivi les discours du président Macron, qui a été très différent du discours d'il y a quelques années du président Sarkozy, où il a parlé de la nécessité pour nous de reprendre la souveraineté sur nos matières premières et comment la France compte jouer un rôle, notamment dans la formation des géologues avec l'implication de l'école minière de Nancy ou encore du BRGM, une école spécialisée en mines en République française. Ce n'était pas seulement la question du numérique, ce n'était pas seulement la question des ports, mais c'était aussi la question de ville durable, parce que vous savez, Kinshasa est une mégalopole de près de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous parlons des transports, nous parlons d'évacuation des déchets. C'est des questions qui ont pu être abordées entre les spécialistes de la République démocratique du Congo et ceux qui sont venus avec le président Macron dans sa délégation. Le concept qui a été développé s'appelle Quick Win, parce qu'il faut très rapidement passer à l'action. Donc, il est prévu dans les 3 mois et dans les 6 mois des visites régulières de part et d'autre des différents hommes d'affaires pour voir comment on va avancer. Mais ce n'était pas seulement les aspects économiques, c'était aussi des aspects culturels, parce que dans la suite du président Macron, il y avait la ministre Rima, qui est ministre de la Culture et de la Communication. Elle a eu à la fois des discussions avec ma collègue de la Culture sur différents programmes, mais aussi avec nous. Nous sommes en train d'explorer la piste comment, avec l'Institut national de l'audiovisuel français, par exemple, on peut travailler avec notre télévision nationale sur le programme d'archivage et d'autres, notamment de la production documentaire, parce que vous savez que nous qui parlons du changement de narratif, le changement de narratif ne peut être porté que si nous avons une télévision nationale puissante qui peut produire des séries, qui peut produire d'autres documents qui peuvent montrer la diversité de la République démocratique du Congo et pas seulement nous définir en fonction de la guerre et de la violence, comme beaucoup ont voulu garder la République démocratique du Congo. La visite du président Macron, c'était aussi ces stops pour faire honneur à un de nos plus éminents scientifiques, le docteur Muyembe. À l'INRB, il vous souviendra, et d'ailleurs, je crois que vous avez vu que le président Mitterrand est passé par là en 1984. Le président Macron tenait à tout prix à faire ses tours pour rencontrer le docteur Muyembe, qu'il a mentionné dans son discours précédent son voyage en Afrique. Et là aussi, il y a eu des accords qui ont été signés pour mettre en relation
notre Institut des recherches biomédicales et d'autres instituts français pour la recherche sur de maladies. C'est aussi un clin d'œil à l'intelligence congolaise qui avait été fait à travers cette visite chez les célèbres docteurs Mouyembe. Le passage du président Macron n'était pas seulement les réunions de la matinée ou encore le forum économique ou encore l'INRB, mais c'était aussi une soirée culturelle, une soirée qui a été principalement marquée par l'interprétation par l'orchestre philharmonique kimbanguiste du Requiem de Mozart, avec la participation des danseurs et des chanteurs venus spécialement du Nord Kivu. C'était une manière de marquer la solidarité pour les compatriotes de cette partie qui sont depuis longtemps victimes de la violence. Et cette soirée culturelle s'est terminée par une visite à Bandal Separi, comme dans ses traditions. Le président Macron a voulu rencontrer Kinshasa, dont il a toujours entendu parler, Kinshasa avec un guide, Fally Ipupa. Pourquoi pas? Parce que Fally Ipupa, c'est parmi ceux qui ont rencontré le président Macron avant sa venue, c'est parmi ceux qui, dans le cadre de notre soft power, ont porté les messages qui ont permis notamment à la France et à l'Union européenne de se mobiliser rapidement pour ces pans humanitaires dont le président Macron a parlé et dont la France et pour laquelle la France contribuera à hauteur de 34 millions d'euros. C'est déjà ce week-end, d'après les dernières informations que j'ai reçues, que cet avion pourra arriver à Goma. La semaine dernière, ce n'était pas seulement la visite du président Macron, mais c'était aussi le Conseil de ministres. Comme vous le savez, dans le cadre de la tradition du briefing hebdomadaire, nous y reviendrons. Le président de la République a beaucoup insisté ces jours-là sur la nécessité pour uns les autres de respecter le matériel électoral et la nécessité pour tout le monde et pour toutes les juridictions censées faire régner la loi de s'assurer que personne ne viole le matériel électoral et que personne n'essaye de jeter une quelconque forme de discrédit sur le processus électoral. Voilà plus ou moins les questions pour lesquelles nous aurons l'occasion de discuter. Je sais qu'il y a eu l'annonce du cessez-le-feu qui a été fait aujourd'hui, comme le président Macron l'avait dit. Je pourrais évidemment réagir à cette question, mais je voudrais, avant que nous puissions rentrer dans les vifs de notre sujet, revenir sur cet extrait des propos du président de la République au cours de la conférence de presse qu'il a tenue avec son homologue français Emmanuel Macron. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, c'est par cet extrait que nous allons commencer la série des questions. Nous vous l'avions dit que le président de la République devait s'exprimer de la manière la plus claire parce qu'il y avait justement ces sentiments de frustration et des colères sur l'attitude de la France par rapport à la situation à l'Est. Le président de la République n'a pas seulement porté ces messages-là, mais il a aussi démontré que le temps de la France-Afrique est révolu. Si vous regardez cet échange, la gestuelle, les contenus, les mots qui ont été dits, vous vous rendez compte, il y avait deux présidents totalement décomplexés et que là, nous sommes dans un contexte nouveau qui est totalement différent. Et nous espérons que dans ces cadres, il y aura de partenariats gagnant-gagnant qui permettront aux deux pays de tirer leur profit et que la France, comme le président Macron a pris l'engagement, nous les tiendrons au mot pour que la France, le moment venu, dans l'hypothèse où le plan de paix n'est pas respecté, prenne des sanctions pour être sûr que la situation à l'est de la République démocratique du Congo connaît un début de solution. On va commencer les questions avec Israël Moutala. Monsieur le ministre, merci de la parole. J'ai une question en rapport avec le Conseil de ministres d'abord. Le Conseil de ministres, vous avez voté un projet de loi instituant des réservistes dans l'armée. Et je viens de suivre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a dit que les milices locales seraient des réservistes de notre armée. Qu'est dit exactement les textes? Qu'en est-il exactement? J'aimerais vraiment que vous fixiez l'opinion par rapport à ce sujet-là. Allez-y avec votre deuxième question, je répondrai à la fin.
Ma deuxième question, c'est par rapport au partenariat stratégique avec la France. Qu'est-ce qu'on offre dans ce partenariat stratégique? On sait que la France voudrait notamment avoir des minerais, notamment l'uranium. Sarkozy avait évoqué ça déjà il y a quelques années. Est-ce que cette année, votre partenariat va se construire aussi autour de la mine de Chinkolobwe, la mine d'uranium, parce que la France est leader sur ce créneau-là? Et enfin, par rapport à ma petite dernière question, le respect que vous exigez de la France, est-ce que, en tant que pays, en tant que gouvernement, est-ce que vous le méritez? C'est ça la grande question. Parce que d'un côté, vous demandez le respect, mais les actes que posent les dirigeants ne contribuent pas justement à avoir ce respect-là. Parce que la France, on l'a décrit comme paternaliste, mais là, vous demandez qu'elle vienne à notre place, nous aider à combattre le Rwanda, nous aider à condamner le Rwanda. Est-ce que c'est pas On ne la demande pas de venir à notre place pour combattre le Rwanda, mais il faut savoir que le monde tel qu'il est organisé fait que la France est membre du Conseil de sécurité et qu'il y a un pouvoir réel. Le président Macron, en venant en République démocratique du Congo, savait qu'il venait dans un terrain, je peux dire, hostile, parce que justement, nous estimons que la France, du fait d'abord de la langue et d'autres relations, devait avoir un rôle plus actif. Avant que la conférence de presse, avant qu'il ne fasse la conférence de presse avec le président de la République, il a échangé avec le président Kagame pour dire qu'il allait engager sa responsabilité dans ce qu'il allait dire. Et vous avez suivi notamment les questions de Patient Ligodi, comment il a répondu. Et donc, nous, ce que nous voulions, nous, c'est un engagement clair. Parce que la situation en République démocratique du Congo, lui-même, le président Macron, qui fait un effort extraordinaire par rapport à ses prédécesseurs pour solder les passés sur le continent, a parlé de la nécessité de faire parler des historiens. Parce qu'il y avait la question de votre confrère qui parlait de la responsabilité de la France sur les événements de 1994. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, le président Macron n'avait peut-être que 15 ans au moment de ces événements. Et donc, il y a aujourd'hui un travail que nous devons faire à notre niveau si nous estimons, au-delà de ce qui apparaît, que la France a effectivement sa responsabilité. Nous avons des éléments qui nous permettent de le dire, mais un travail fouillé dans l'histoire nous permettrait en tout cas de nous réapproprier, de mieux raconter cette partie de l'histoire et voir si nous devons exiger de la France la réparation. Et donc, le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un conflit international qui est consécutif à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwando-rwandais de triste mémoire, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même 2 chefs d'État sont décédés, Mobutu, Kabila, et autant des millions des Congolais qui sont morts. Il y a un besoin que ces drames s'arrêtent. Heureusement que lui-même a parlé aussi de justice pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Nous allons y travailler. Bon, lorsqu'on parle de respect, est-ce que nous le méritons? Je pense que le point de départ de tout être humain mérite le respect. Mais après, il faudrait éviter justement de tomber sous le prisme comparatif, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Les sociétés occidentales ont été construites suivant un modèle. Les sociétés africaines ont été construites suivant un modèle aussi. La construction de la démocratie tient compte de tout cela. La démocratie française, elle est très différente de la démocratie belge. Autant elle est différente de la démocratie britannique. Et donc, nous pensons que le respect doit être le point de départ. En tout, ce n'est pas parce que vous êtes puissant que vous êtes fort. Dans un monde où nous sommes tous interdépendants, où notre indépendance est liée aux autres, on est bien tenu à avoir cette valeur première dans la considération. Alors, vous entrez dans un autre débat lorsque vous parlez, par exemple, de l'attitude des dirigeants. Sûrement, on parle souvent de corruption, de malversation et de toutes ces caricatures. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, personne n'en doutera. Il y a une volonté politique claire de lutter contre la corruption et avoir des hommes politiques dignes de porter cette casquette et de porter la voix de la République démocratique du Congo. C'est un effort que nous faisons, un pari que le président de la République a pris. C'est un pari sur lequel nous tenons et nous allons finir par y arriver. Alors, vous avez parlé de ce que mon collègue Moïne Donzangi a dit, a donné
comme interprétation de l'ordonnance loi que nous avons adoptée le week-end dernier. D'abord, ici, il faut savoir, je donne juste un exemple, par exemple, en Israël ou aux États-Unis, je pense, il y a ce qu'on appelle des réservistes. Des réservistes, c'est des citoyens qui sont prêts à servir quand le pays est engagé dans une situation de guerre. Dans un pays, par exemple, comme Israël, où la formation militaire est obligatoire, vous pouvez aller passer votre cursus de formation militaire, après vous revenez à la vie civile. Mais revenir à la vie civile, vous restez à la disposition de la République. Et lorsque les intérêts de la République sont menacés, la République peut recourir à vous pour vous dire, écoutez, Monsieur Moutala, nous avons besoin de vous, venez, on va faire ceci. Et donc, là, la République démocratique du Congo, au regard justement de tous ces problèmes sécuritaires que nous connaissons, il y avait un besoin pour nous d'aller au-delà de l'armée pour être sûr que nous canalisons tous les compatriotes qui peuvent être journalistes, qui peuvent être caméramens, qui veulent venir défendre la patrie. Mais cela doit s'organiser. D'où justement ces projets d'ordonnance loi qui a été présenté par mon collègue, le collègue de la Défense, qui organise cette réserve, mais qui fixe aussi les conditions. Ça veut dire que si la réserve, dès lors que le président de la République va promulguer le projet d'ordonnance loi pour en faire un texte légal, ce n'est pas de manière automatique que vous, Israël Moutala, ou vous, membre d'un tel groupe, que vous devenez d'office réserviste. Je dois signaler ici que les réservistes ne deviennent pas des militaires, parce que ce n'est pas un service permanent, c'est un service circonstanciel. Pour ceux qui seront ou qui pourront aller à la réserve et qui estiment qu'ils peuvent aller dans l'armée, il y a un cursus militaire qu'il faut suivre en ce moment-là. Et parmi les conditions qui sont prévues pour faire partie de ces corps de réservistes, il faut être de nationalité congolaise, être âgé des 18 ans révolus, jouir d'une très bonne moralité, n'avoir été jamais condamné pour une quelconque forme de crime. Ça veut dire que la réserve dont on parle ici ne sera pas un corps, comme on peut le penser, fourre-tout, où on va, on dit, bon, voilà, qui s'est tiré là-bas, on le prend, on le met. Non. Ici, nous voulons faire un corps structuré, organisé, avec des conditions d'admission qui permettront que les compatriotes qui pourront en faire partie soient des compatriotes qui sont dignes moralement, physiquement ou au plan de l'âge pour aller défendre les intérêts de la patrie. Voilà la philosophie du texte qui a été adopté et je pense que tout le monde devrait avoir cette compréhension pour ne pas prêter à confusion ou laisser penser qu'il y a une volonté de prendre dans ces corps des personnes qui ne justifient pas d'une bonne moralité ou qui sont auteurs des crimes. Il est hors de question que ce soit le cas. On va prendre la question d'Innocent Olenga. Oui. Excusez-moi. Sur la question du partenariat stratégique avec la France, je n'ai pas fait partie, moi, des discussions du Forum économique qui ont porté sur 3 matières, principalement. Sur les numériques, sur les matières stratégiques, les minéraux stratégiques, et sur les villes durables. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un accord avec l'école de mines de Nancy, avec ce que le français appelle le BRGM, qui est une école spécialisée en géologie, qui a beaucoup travaillé au Katanga dans les années 70. Le président Macron, dans son exposé, a expliqué clairement l'intérêt de la France. Thierry Breton, pour le compte de l'Union européenne, a aussi justifié l'intérêt de l'Union européenne à venir dans cet ensemble-là. Et donc, sûrement qu'on est encore dans des phases de discussion, quand les dossiers seront plus approfondis, parce que Thierry Breton arrive à Kinshasa en juin pour faire le suivi de ce qui a été convenu. Peut-être qu'en ce moment-là, on pourra avoir des détails spécifiques sur la nature des projets qui pourront être développés. Merci. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Vous avez bien donné la définition du mot réserviste, mais le ministre Nzanga a nommément cité un groupe
qui sera déjà, selon lui, déjà des réservistes qui vont combattre les ennemis. Est-ce qu'il est dans ses compétences de parler de la matière de défense? Est-il devenu porte-parole du gouvernement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment vous sentez-vous face aux critiques des gens qui ont estimé que votre présence à côté de Macron à Bandal, précisément au bar Steph, la Queen Bee, qui est d'ailleurs derrière ma résidence, que cette présence était malsaine, inappropriée et un peu ridicule. Votre position. Merci. Alors, bon, innocent fait du innocent. Alors, pour commencer par la deuxième question, vous, en tant qu'habitant de Bandal, étiez-vous content de recevoir le président Macron, oui ou non? Je suis habitant de Bandal et notabilité de Bandal. Le président Macron, comme d'ailleurs beaucoup des chefs d'État qui viennent ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Dominique Strauss-Kahn qui est parti à Boyoma, dans une escapade nocturne, sont impressionnés par Kinshasa. Ils entendent parler de Kinshasa, une ville qui fait preuve de résilience parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, Kinshasa produit des génies comme Fally Ipupa. Et donc, le président Macron, qui était en contact avec Fally bien avant son arrivée à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure du plaidoyer que Fally a porté, et il a d'ailleurs refait au niveau de centre culturel, voulait venir à Bandal. Et moi, je suis une notabilité de Bandal. J'ai été associé au passage du président Macron. Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait. Après, il y a évidemment dans le contexte qui est les nôtres, de gens qui estiment que cela n'était pas approprié, c'est la démocratie. L'idée n'était pas que cela soit perçu comme si nous étions dans un exercice, je ne sais même pas comment le qualifier. Des choses sérieuses ont été dites durant toute la journée. Dans la suite de Kinshasa, la connaissance de la culture, la découverte de Bandal. Peut-être que s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer ici, c'est quelqu'un qui a dit que Bandal, c'était Paris. Parce que le fait pour le président Macron d'avoir entendu Bandal, c'est Paris, il avait l'idée d'y aller. Et donc, il y a évidemment de personnes de bonne foi qui auraient pu ou qui se sont senties heurtées, j'en suis désolé, mais il y a d'autres personnes qui, si c'est des mauvaises foi, qu'ils ont interprété ces passages, parce que nous avions les devoirs comme notabilité d'accompagner cette notabilité qui venait pour la première fois dans une commune, parce que ça restera dans les annales. On ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Voilà. Alors, sur votre question, Innocent, il faut quitter les terrains de la polémique. Moi, je ne voudrais pas briser cette forme de solidarité gouvernementale qui nous lie. Le ministre est en mission dans la région. C'est sûr qu'il s'exprimait dans un cadre, parce que vous savez qu'au-delà de tout, nous tous, nous sommes de warriors, nous défendons la flamme de la patrie. Le ministre était sûrement dans un cadre des discussions, je ne l'ai pas eu dans les détails à propos, où il a expliqué ce que cela veut dire. Peut-être que l'a-t-il expliqué en des mots faciles, ou peut-être que l'interprétation qui a été faite n'était pas la bonne. Mais moi, je suis venu vous dire, je vous ai relu ici les contenus de la loi qui sera publique dès lors que le président de la République va la signer, qui définit clairement les conditions. Donc, on ne devient pas réserviste de manière automatique. Pour devenir réserviste, il faut remplir les conditions d'âge, de moralité et de casier judiciaire, comme cela a été expliqué. Merci. On va prendre la question d'Éric Izami. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je voudrais avoir une idée sur ce qui se passe sur le terrain, notamment à Bunagana et compagnie aujourd'hui, parce que c'était prévu que le cessez-le-feu soit acté ou constaté aujourd'hui à midi. Et puis, il y a quelques mois, pour la deuxième préoccupation, nous avions parlé de la nécessité de réhabiliter Kotakoli, CETA et compagnie. C'est quoi la situation aujourd'hui? Parce qu'entre-temps, il y a toujours à côté de nous, particulièrement dans la partie Est, les velléités de pouvoir nous attaquer. Et troisièmement, dans notre opinion, on a enregistré plusieurs sons par rapport à la manière dont évolue le processus électoral en cours.
avec la paix, nous aurons certainement des élections. Je voudrais ici épingler 2 avis. Le président de la CENI a déclaré que la centrale électorale congolaise n'a rien reçu comme subside, donc de moyens financiers, depuis octobre 2022. Ça fait octobre, mars 2023, 6 mois, un semestre, c'est pas rien pour un processus électoral dans un pays surdimensionné comme le nôtre. Et puis de l'autre côté, ici, devant nous, grâce à vous, Monsieur le ministre, nous avions eu à discuter avec le ministre des Finances qui, lui, en son temps, un autre Kazadi, Nicolas Kazadi, avait dit, vous, au niveau du gouvernement, vous faites tout, alors tout, pour que l'argent ne soit pas un obstacle à la bonne évolution du processus électoral. En qui est-ce que nous devrions croire? Au ministre Nicolas Kazadi qui a dit avoir déjà dépensé près de 500 millions de dollars américains, ou devrions-nous nous attarder aux propos du président de la CENI qui, lui, est à la manœuvre au quotidien? Il faut croire aux deux. Alors, je pense qu'il faut cesser d'être... c'est des questions financières de gestion qui ne doivent pas être abordées telles qu'on l'aborde. Parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions convenu avec la CENI, et c'était au tour du Premier ministre, d'avoir un plan de décaissement. Le plan de décaissement, on a plus ou moins évalué les besoins du processus électoral et régulièrement, le gouvernement met de l'argent à la disposition de la CENI. Généralement, c'est une enveloppe qui nage entre 60 et 70 millions de dollars le mois. Et vous savez que parallèlement à cela, il y a évidemment des questions sécuritaires qui nous sollicitent beaucoup et qu'il y a des pressions qui sont exercées sur le finance publique de ces fêtes. Nous avions le mois de décembre, on a eu le mois de janvier qui est un mois généralement sec. Nicolas Kazadi vous a dit ici que nous nous organisons pour que l'argent ne puisse pas être le problème. Et lorsque Denis Kadima répond à la question qui lui a été posée, il dit lui-même dans sa question que nous avons utilisé les fonds prévus pour le scrutin. Les scrutins sont prévus en décembre, mais nous sommes au mois de mars. Ça veut dire que dans la stratégie du gouvernement, l'idée, c'était de parvenir à l'autonomisation financière de la CENI, pour que la CENI puisse disposer de son budget. Mais il y a des contraintes auxquelles nous faisons face et pour lesquelles Nicolas Kazadi Kadima et Denis Kadima Kazadi, je pense avoir bien prononcé le nom, se sont longuement parlé hier. Et je pense que si c'était une polémique qui naissait, il faut le taire. Parce que les paiements mensuels que le gouvernement fait sont des provisions des trésoreries qui sont constituées, qui ne correspondent pas nécessairement au montant à dépenser dans le mois considéré. La CENI, jusqu'à preuve du contraire, vous avez vu, qui poursuit les processus d'enrôlement de manière normale et le gouvernement va continuer à faire sa part. Ici, je dois rappeler qu'il ne faut pas qu'on se perde de notre objectif principal qui est celle de l'organisation des élections en fin d'année. Le président de la République a tiré la sonnette d'alarme pour ce qui concerne la situation sécuritaire qui requiert une réponse rapide pour permettre à nos compatriotes déplacés de se faire enrôler. Autant, à son tour, le président Kadima a soulevé la question de financement un peu pour tirer la sonnette d'alarme. Écoutez, faites un peu plus d'efforts pour la CENI. Et Nicolas Kazadi lui a dit « Ok, d'accord, c'est ce que nous faisons ». Donc, il faut considérer que cette polémique, si c'en était une, il faut la ranger de côté et nous préparer pour les élections. Alors, sur votre question par rapport au cessez-le-feu, ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu et le président de la République l'a dit. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait avec son homologue, le président Macron, le président de la République avait dit qu'il attendait de voir. Nous n'attendons pas un cessez-le-feu. Nous attendons un cessez-le-feu, retrait, désarmement, cantonnement et PDDRCS. C'est ce que nous attendons. C'est ce qui a été convenu. Et donc, si on a dit cessez-le-feu aujourd'hui, attendons voir ce que cela donnera demain, après-demain. Attendons voir le retrait, comment il va commencer.
Et au terme de ces processus, nous reviendrons pour vous dire voilà comment le processus a évolué, voilà la position du gouvernement pour avancer. Alors, sur votre question, j'ai eu l'impression que vous avez mélangé beaucoup de choses lorsque vous parliez des formations des militaires, la situation sur le terrain. Je crois que sur la situation sur le terrain, on ne prend pas toujours les risques de communiquer dessus parce que parfois elle peut être très volatile. Regardez ce qui s'est passé avec Rouba il y a quelques jours. Certains ont dit que c'était sous le contrôle. 2 jours après, c'était sous le contrôle de l'armée. C'est pour ça que nous prenons cette précaution. Mais régulièrement, l'armée, à partir du Nord, qui vous communiquera. Et les moments venus, nous pourrons revenir avec les générales Ekenge pour faire le point de ces communications. On va prendre la question de Mme Neige Moussangi. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Mes questions ont été vidées, mais j'ai quand même une question. Pendant la conférence de presse, il y a eu clash entre le président Macron et le président Félix Antoine Tshisekedi. Peut-on dire que la France semble soutenir l'alternance dès 2023, en fait? Bon, écoutez, je ne pourrais pas aller dans le sens de ce que vous dites, parce que moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu un clash. J'ai vu 2 démocrates totalement décomplexés discuter de matières même le plus grave et se faire des accolades à la fin. C'était très beau de voir un tel exercice parce que je ne sais pas si on pouvait imaginer un seul instant le maréchal Mobutu paix à son âme ou François Mitterrand paix à son âme avoir une telle discussion en direct suivie de tout le monde. Je pense que c'est cela même l'image de Kinshasa qui montre que la démocratie ici, que ce soit lorsque vous regardez les questions qui ont été posées par les journalistes de part et d'autre, vous sentez qu'ici, le contexte, les gens sont totalement libres, indépendants, un peu comme vous posez vos questions ici. Et moi, je ne voudrais pas aller dans ces débats. Ce que je retiens, c'est que le président de la République a dit à son homologue Emmanuel Macron que vous ne devez pas continuer à avoir une attitude paternaliste et que vous devez apprendre à respecter les Africains et tout le reste et à ne pas vous ingérer. Je crois que ça, c'était les messages le plus fort qui consacrent, de mon point de vue, la mort de la France-Afrique, où on devait avoir une relation entre 2 homologues chefs d'État, mais un qui se sentirait forcément supérieur à l'autre. Cette histoire-là est révolue et nous sommes fiers de notre président qui l'a si bien porté. D'ailleurs, en parlant de cette conférence, je voudrais qu'on revienne sur le mot du président Macron. Je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je n'ai pas trouvé de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc, dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Voilà, on va prendre la question de M. Alfred. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais revenir légèrement sur la question relative aux villes
ville durable, parce que vous l'avez évoqué, c'est parmi les éléments des discussions entre les présidents français et les présidents congolais. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu réellement par rapport à ces projets. Et je vais aussi tout de suite rebondir sur le Conseil des ministres qui a validé ou adopté le samedi dernier un rapport qui a été présenté par la VPM, F. Bazaïba, les rapports sur la révisitation des concessions forestières. Mais ce rapport est contesté par la société civile, mais aussi par le secteur privé. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres va revenir sur les recommandations peut-être de cette société civile qui voudrait que les rapports soient partagés, soient aussi analysés à leur niveau pour qu'ils soient valides? Alors, sur la question de ville durable, il n'y a pas un projet type on dit ville durable. Les échanges entre les experts français et nos experts ont porté sur de quoi avons-nous besoin pour construire des villes durables. Il y a un ensemble, il y a évidemment des questions d'environnement, des questions d'évacuation, les fondamentaux de la ville, comment on évacue nos déchets, comment on évacue les eaux, comment on loge nos populations et comment les populations se déplacent. C'est des débats qui ont eu lieu et qui vont permettre dans les jours qui viennent de manifestations d'intérêt, surtout du côté français. Et comme il avait dit, il est venu avec des vrais patrons qui doivent étudier et amener des projets quick win. Moi qui vous parle, j'ai reçu le représentant d'un groupe français qui sont intéressés à nous accompagner dans la TNT. Ils vont sans doute participer à l'appel d'offres qu'on va lancer bientôt pour voir dans quelle mesure nous allons vers le concret. Alors, sur votre question par rapport au rapport qui a été présenté par la VPM Bazaïba au dernier Conseil de ministres, d'abord, c'est un rapport vaste parce qu'il fallait qu'on arrive à faire l'évaluation des concessions. Cet extrait, pour vous lire exactement ce qui avait été convenu, il était prévu qu'une commission, voilà, le Conseil a pris acte du rapport qu'a présenté Mme Bazaïba, moyennant quelques recommandations pour la suite du processus, assorties d'un chronogramme et d'actions précises d'une part, et la nécessité de l'évaluation complète de l'impact du moratoire depuis les décrets 2005 avant toute décision d'autre part. Ça veut dire qu'il y aura le moment venu une ouverture, une discussion. Parce que vous savez qu'ici, nous avons fait le choix de la transparence dans la gestion de tous ces dossiers. Les acteurs de la société civile sont des acteurs. Les moments venus sûrement, comme elle en a des habitudes, elle pourra revenir ici pour entrer dans les détails techniques de ce que sera la position du gouvernement le moment venu pour avancer sur ces sujets. Merci. On va prendre la question de Richard Chacot. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux questions. Je vais revenir sur la conférence de presse animée par votre collègue Moïse Nzangi. Il y a une déclaration qu'il a faite qui a essayé un peu de choquer surtout la société civile